Bonjour, alors la décision de la Fed de baisser hier ses taux directeurs de 25 points de base, avec un discours d'ailleurs un petit peu moins accommodant que ce que le marché attendait, ce qui a provoqué une baisse, une réaction d'humeur en quelque sorte à Wall Street. Donc cette décision marque le dernier signal d'alerte dans la série qu'on a eu jusqu'ici, avant le déclenchement d'un marché baissier. Donc on va voir maintenant dans cette vidéo quelles conséquences cela peut avoir pour vous, pour la gestion de votre patrimoine financier dans les trimestres qui viennent. Alors je vais commencer par vous présenter un historique de ce qui suit les décisions de baisse de taux de la Fed dans un environnement qui est comparable à l'environnement actuel, c'est-à-dire une fin de cycle économique, une situation d'inversion de la courbe des taux, et puis effectivement la baisse des taux, la première baisse des taux de la Fed à la suite d'une inversion de courbe des taux. Donc là, on a un graphique qui est tiré du site de la Fed, comme d'habitude, qui part de 1970 jusqu'à aujourd'hui. Sur ce graphique, vous avez plusieurs courbes. Donc la courbe rouge, c'est le Wilshire 5000, donc l'indice des valeurs boursières américaines. La courbe bleue, ce sont les taux de la Fed, et la courbe verte, ce sont les taux des emprunts d'État à long terme, taux à 10 ans américains. Donc quand on a une situation d'inversion, c'est-à-dire que les taux des emprunts à long terme sont inférieurs au taux directeur de la Fed, la courbe verte se retrouve en dessous de la courbe bleue. Et quand c'est l'inverse, ce qui est la situation normale qu'on observe la plupart du temps, la courbe verte, c'est-à-dire les taux longs, se retrouve évidemment au-dessus de la courbe bleue des taux directeurs de la Fed. Alors pour les années 70, on a eu donc un gros marché baissier, enfin en tout cas assez important, sur les années 1973 et 1974 ici. La situation d'inversion de courbe des taux a démarré à ce moment-là, donc début d'année 1973. On a eu fin 1973 la première baisse des taux de la Fed ici, et vous voyez que immédiatement après, le marché baissier a bien démarré, les actions ont plongé. En fait, le marché baissier avait même démarré à ce moment-là avant la première baisse des taux de la Fed, puisqu'on a commencé à fléchir dès le début de l'année 1973. Au début des années 80, alors là c'est le moment où l'inflation a atteint son point culminant, les taux directeurs étaient extrêmement élevés, vous voyez entre 10 et plus de 17% à l'époque, dans un contexte de choc pétrolier notamment. On a eu une réaction de baisse des taux de la Fed ici en 1980, début d'année 1980, mais cette fois-ci, la Fed était franchement en retard, elle a commencé à baisser fortement ses taux, alors que la récession était déjà bien engagée et que le marché baissier avait commencé depuis longtemps. La courbe des taux était inversée depuis pas mal de temps déjà, depuis la fin de l'année 1978. Donc là, lorsque la Fed a baissé ses taux, c'était déjà trop tard pour réagir. Mais ça n'est heureusement pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est au plus haut actuellement sur les marchés américains. Milieu d'année 1981, vous voyez ici, première baisse des taux de la Fed, après une situation d'inversion de la courbe des taux qui durait depuis environ un an. Immédiatement ou presque immédiatement après, on est entré dans un marché baissier qui s'est prolongé jusqu'à la fin de l'année 1982. Alors en valeur absolue, ce marché baissier ne semble pas très important. On est passé d'environ 1400 à 1100 points sur le Wilshire 5000. Bon, ça fait environ 20% de baisse, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on avait une inflation à 10 ou 15%. Du coup, en monnaie constante, les dégâts étaient quand même nettement plus grands que ce que le graphique en monnaie courante indique. Si on va un peu plus loin, au milieu des années 80, on a eu ici, vous voyez, un cycle de baisse des taux de la Fed de 1984 jusqu'à la fin de l'année 1986. Mais cette fois, la courbe des taux n'était pas inversée. Vous voyez que le taux à 10 ans était nettement au-dessus, il est resté tout le temps nettement au-dessus des taux directeurs de la Fed, donc on n'avait pas de signaux d'alerte de récession, et les marchés ont logiquement fortement progressé à la suite de ce cycle de baisse des taux, parce qu'on était à ce moment-là dans un environnement de désinflation qui restait économiquement assez sain. En 1990, alors on a une
petite récession et c'est peut-être le seul cas où le signal de baisse des taux après une inversion n'ait pas donné lieu à un gros marché baissier. Alors pour résumer, l'inversion de la courbe des taux à ce moment-là a commencé au début de l'année 1989. La Fed a engagé sa première baisse de taux un petit peu plus tard, printemps 1989. À la suite de cette première baisse des taux, bon, le marché américain a continué à monter encore 3 ou 4 mois avant de plafonner pendant un petit peu moins d'un an et de fléchir un peu avec une baisse d'environ 20%, ici avec une petite récession en fin d'année 90, milieu d'année 91. Donc là, c'est un cas un peu particulier. On a eu un délai quand même assez long entre la première baisse des taux de la Fed et le vrai marché baissier. L'écart a été d'un peu plus d'un an entre les deux, même si le marché baissier a arrêté de progresser quelques mois après la baisse de taux de la Fed. Mais on n'a pas eu, en tout cas, de grosses crises, de grosses récessions à la suite de cette décision. Sur les 2 derniers cycles, qui sont à mon avis un environnement très comparable à l'environnement actuel, c'est-à-dire une situation où la croissance tient essentiellement par les politiques artificielles de relance de la consommation par de la fuite en avant dans la dette. À ce moment-là, on a des relations très étroites entre les baisses de taux de la Fed et le déclenchement d'une récession et d'un marché baissier. Première baisse des taux de la Fed, donc c'était en janvier 2001 ici. Vous voyez que le marché baissier était déjà engagé sur un certain nombre d'indices, notamment le Wilshire 5000, mais aussi le CAC 40 depuis quelques mois, depuis le milieu de l'année 2000. Et à la suite de ce cycle de baisse début de cycle de baisse des taux de la Fed, le marché baissier s'est accéléré fortement et on est entré en récession avec un délai très bref, juste quelques mois après les premières baisses de taux de la Fed. 2007, on a exactement le même comportement. Donc, première baisse des taux de la Fed en septembre 2007. Le marché le marché américain plafonne quelques mois jusqu'à fin d'année 2007, donc environ 3 ou 4 mois. Et ensuite, on a la crise dont vous vous souvenez tous certainement, et une récession assez violente qui suit ce cycle de baisse des taux. Donc aujourd'hui, on est sensiblement dans une situation comparable à 2007 et 2000. La courbe des taux est inversée puisque la courbe verte est passée nettement en dessous des taux directeurs de la Fed ici. On a la première baisse des taux de la Fed qui a été décidée cette nuit. Et logiquement, on pourrait s'attendre donc au déclenchement d'un marché baissier à assez brève échéance. Ce qu'il faut retenir de cet historique sur plus de 40 ans, c'est que dans quasiment tous les cas, on a eu le déclenchement d'un marché baissier très peu de temps après la première baisse de taux de la Fed. Parfois, ce marché baissier était même déjà en cours. C'était le cas en 2001 et c'était le cas au début des années 80. Et on a eu un seul signal partiellement faux où on n'a pas eu de vrai marché baissier à la suite de la première baisse de taux de la Fed, qui est la petite récession du début des années 90. Pourquoi je ne crois pas trop à ce scénario aujourd'hui ? Parce qu'au début des années 90, on avait des ratios de valorisation beaucoup plus raisonnables sur les indices, alors qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés aux États-Unis, qui sont caractéristiques de bulles d'actifs assez développées, aussi bien sur les marchés actions que sur d'autres secteurs. J'ai parlé dans la dernière vidéo de la dette d'entreprise. Et le niveau d'endettement global du système est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était fin des années 80, début des années 90. Donc pour moi, à partir de maintenant, on a eu ce signal de la Fed cette nuit, on peut entrer dans un marché baissier à n'importe quel moment, en tout cas à brève échéance, à une échéance qui, je disais jusque-là dans mes vidéos avant ce signal, je parlais d'échéance de 6 à 18 mois, voire 2 ans. Maintenant, pour moi, l'échéance, elle est de 6 à 9 mois maximum et elle peut être dès demain, vraiment à n'importe quel moment. Ça, c'est un scénario auquel j'accorde une probabilité de l'ordre de 75-80% facilement.
Le scénario alternatif, alors là aussi c'est l'intérêt de cette étude historique, c'est qu'on voit que dans tous les cas où un marché baissier significatif a suivi la première baisse des taux de la Fed, il y a eu lieu très vite, c'est-à-dire dans un délai de quelques mois maximum. Donc si dans 6 à 9 mois, il ne se passe rien, on observe que la situation économique, au contraire, a tendance à se redresser. Ça n'est pas le cas du tout aujourd'hui. On observe déjà sur les fondamentaux, sur la macroéconomie, un ralentissement marqué de pas mal d'indicateurs. Ici, vous avez l'indice manufacturier, le PMI de la région de Chicago. Vous voyez où on est tombé déjà. Ce sont des reculs qui sont comparables à la situation juste avant crise pour les années 2008, pour les années 2000 par exemple. Mais bon, si dans 6 à 9 mois on voit ce genre d'indicateurs, on a les mêmes en Europe en ce moment, se redresser sensiblement, que le marché baissier ne se déclenche toujours pas, alors là, oui, on pourra se dire, on est dans le scénario alternatif auquel je donne une probabilité de l'ordre de 20% aujourd'hui. Et il y aura beaucoup d'opportunités à saisir de nouveau sur les small caps qui sont assez massacrés aujourd'hui. Mais vu l'historique de ce qui a suivi la première baisse des taux de la Fed sur les 40 dernières années, je pense que vraiment les investisseurs aujourd'hui ont fortement intérêt à se tenir en grande partie à l'écart des marchés actions dans le contexte actuel. Alors maintenant qu'on a eu ce signal, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des allocations d'actifs et de la gestion de notre patrimoine financier? Alors vous allez trouver sur Internet pas mal de spécialistes du marketing de la peur qui vont vous dire que la fin du monde arrive dans les trimestres qui viennent et qu'ils sont évidemment la solution miracle, l'actif que vous allez pouvoir acheter et garder pendant 5 à 10 ans qui vous permettra de faire fortune pendant que tout le monde fait faillite. Alors évidemment, vous comprenez bien si vous êtes un investisseur un petit peu sensé que face à une crise de ce type, il n'y a pas de solution miracle. Et il n'y a pas non plus d'actifs qu'on va pouvoir garder tranquillement pendant 5 ans et qui va progresser sans à-coup tout au long de la crise sans qu'on s'en occupe. Ça serait, j'aimerais beaucoup en avoir un à vous proposer, mais malheureusement, ça n'existe pas, ce serait trop beau pour être vrai. Le souci, c'est que lorsqu'on entre dans une récession de ce type, à mon avis, on va avoir 2 temps bien marqués dans la crise. Une première phase qui va être déflationniste de course au cash, pendant laquelle il faudra avoir une allocation active à dominante cash et un petit peu de spéculation baissière. Et en fin de crise, si les États veulent à tout prix renflouer le système bancaire, ils mettront à ce moment-là, ils finiront par mettre en danger leur propre monnaie et on peut avoir une sortie hyper inflationniste pendant laquelle il faudra basculer son allocation d'actifs vers des actifs tangibles. Alors on a eu en 2008-2009 une petite répétition, encore gentille je dirais, de ce qui pourrait arriver par la suite. Ici, voilà ce qui s'est passé sur l'or et on a eu un peu la même chose sur pas mal d'actifs dits tangibles. En première partie de crise, vous voyez que l'or a plongé. Lorsqu'on est vraiment entré dans le dur de la crise, on est passé sur le cours de l'or de 1000 $ l'once à 700 $ l'once ici fin 2008. Sur les mines d'or, on est passé de 500 à 150, donc division du cours par plus de 3. Donc vous voyez le danger qu'il y a à vouloir aller trop tôt sur les actifs tangibles sous prétexte que le cash et les mêmes monnaies papier pourraient être mises en danger par la suite. Et à partir de fin 2008, au contraire, l'or s'est mis à rebondir et les mines d'or également. Donc là, vous avez à petite échelle ce qui pourrait se passer en version plus forte sur la prochaine crise, tout simplement. Donc pour moi, vraiment, une crise de ce type, elle doit être abordée étape par étape. Dans un premier temps, on s'occupe de la phase déflationniste, de la phase de course au cash, qui est ce qui devrait logiquement arriver sur les trimestres qui viennent. Dans cette phase de course au cash, les gens liquident toutes sortes d'actifs, y compris les matières premières et l'or.
pour rembourser leurs dettes. Et à ce moment-là, on a intérêt effectivement à avoir une allocation d'actifs orientée vers le cash, si possible en dollars, faire un petit peu de spéculation baissière à côté et surveiller les indicateurs que je donne par exemple dans le grand accélérateur ou d'autres formations qui permettront de savoir à quel moment on doit changer son fusil d'épaule et son allocation d'actifs pour basculer vers les actifs tangibles. Ensuite, il y a deux façons d'aborder cette première phase de crise qui arrive. La première est la stratégie que je qualifierais de père de famille, avec une allocation d'actifs détaillée que je vais publier dans la mise à jour du bouclier, de la formation Le Bouclier, qui permet de passer la crise tranquillement, je dirais, en gagnant un petit peu, mais sans avoir à se casser la tête avec une gestion de portefeuille assez active qui nécessite une surveillance au moins chaque semaine. La deuxième façon, c'est une stratégie plus agressive de spéculation à la baisse, basée sur des indicateurs de sentiment de marché, que je vais pratiquer sur mon propre PEA, dans le cadre de la lettre PEA, et que je détaille aussi dans la formation du grand accélérateur. Alors pour finir ce commentaire sur la dernière décision de la Fed de cette nuit, il y a une question et une inquiétude qui revient souvent chez les abonnés que j'ai ou chez les lecteurs d'Objectif Éco tout simplement, qui porte sur la sécurité de ces actifs dans les banques et aussi du cash qu'on peut détenir. Et certains me disent, mais je veux bien, mais ça n'est pas logique de conseiller d'avoir beaucoup de cash aujourd'hui dans un contexte où les banques pourraient faire faillite ou même les monnaies papier, l'euro par exemple, pourrait être mise en difficulté. Pourquoi avoir par exemple beaucoup de liquidités en euros en ce moment au sein d'un PEA? Alors la réponse à cette question, elle tient en un seul mot qui est le timing, toujours le timing. Il est pour moi peu probable de voir de grosses banques faire faillite d'entrée de jeu en début de crise, et encore moins évidemment des monnaies papier type euro imploser immédiatement. Les dirigeants actuels, les présidents de banques centrales sont déterminés, il faut bien vous dire, à faire tout ce qu'ils pourront et employer absolument tous les moyens sans limite pour renflouer le système bancaire et financier si celui-ci devait être menacé. Donc, dans un premier temps de crise, je répète, c'est très probable que le cash soit un bon choix. Donc, cash plus spéculation baissière, y compris dans des établissements bancaires basés en zone euro qui ont un bilan fragile et qui sont susceptibles d'être mis en difficulté au bout de quelques trimestres de crise. Par la suite, effectivement, on peut avoir des problèmes sur les institutions financières. Avoir une banque sûre, dans ce cas, ne suffira sans doute pas, puisque les États, les institutions vont reporter le risque sur la monnaie en renflouant systématiquement le système. À mon avis, c'est une issue très probable, et ce sont à terme les monnaies qui seraient mises en danger. Le jour, dans ce contexte, le jour où une monnaie papier comme l'euro est mise en danger, je ne pense pas que d'autres monnaies type dollar US ou même franc suisse ou dollar singapourien, pour citer les plus connus des monnaies refuges, vont être dans ce contexte-là un refuge efficace. Alors pourquoi? Parce que tous les grands pays, toutes les grandes économies développées du monde actuellement sont un petit peu dans le même panier, c'est-à-dire qu'elles ont un endettement public qui croît à grande vitesse. Ici, vous avez par exemple l'endettement public des États-Unis, ratio dette publique sur PIB. On voit la croissance considérable de ce ratio depuis le début des années 80. Là, si on est exactement au même niveau, sensiblement au même niveau que certains pays de la zone euro, la moyenne de la zone euro étant d'ailleurs un peu meilleure. Le Japon est dans une situation pire. Et pour les monnaies, donc le franc suisse et dollar singapourien, alors eux, c'est un problème différent. Effectivement, ce sont des États qui sont extrêmement bien gérés, qui ont des excédents budgétaires, une balance des paiements courants très largement excédentaire, mais ils ont un système bancaire hypertrophié, ce qui fait que si les institutions financières de ces États venaient à être mises en difficulté par une crise financière mondiale, ces États auront beaucoup de mal
eux, à renflouer leur système bancaire tellement celui-ci est hypertrophié. Donc même le franc suisse et le dollar singapourien peuvent être mis en difficulté dans ce contexte en cas de crise financière mondiale. Pour le dollar américain, je vous ai dit, on a à la fois une dette publique considérable et un déficit de la balance des paiements, essentiellement dû à un déficit commercial qui existe depuis énormément de temps, depuis plus de 2 décennies maintenant, et qui est plutôt un facteur de fragilité pour le dollar américain. La situation de la zone euro, paradoxalement, elle s'est bien améliorée depuis 2009, puisqu'on est ici, vous voyez, en net excédent au niveau des relations commerciales avec le reste du monde et de la balance des paiements courants. Mais comme le dollar est aujourd'hui la monnaie de réserve mondiale, c'est aussi la monnaie de règlement des dettes et en cas de première partie de crise déflationniste, il en profite mécaniquement dans les contextes de course au cash. Mais tout ça pour vous dire simplement que dans le déroulement de la crise qui arrive, on ne coupera pas, même si on veut avoir une stratégie très tranquille de père de famille, de gestion à long terme, sans arbitrage fréquent. On sera obligé à un moment, je pense, de faire au moins un gros arbitrage d'actifs et de portefeuilles pour arriver à gérer le basculement entre la première partie déflationniste de crise et la sortie qui sera éventuellement hyperinflationniste et destructrice sur les monnaies papier. Voilà pour ces quelques commentaires. Donc, les trimestres à venir vont sans doute avoir beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus d'agitation. Et je dirais, tant mieux pour nous, investisseurs avertis, nous aurons plus d'opportunités à saisir grâce à cela sur les marchés qu'on en avait sur les années 2008 et le premier semestre 2019, qui était quand même assez monotone et ennuyeux, il faut le dire.